En 72 heures, le Venezuela a réceptionné des drones de combat iraniens et inauguré une plateforme pétrolière chinoise d'1 milliard de dollars. Cette synchronisation coïncide avec le déploiement de 10 chasseurs F-35 américains à Porto Rico, officiellement pour des opérations anti-drogue dans les Caraïbes. Cette convergence temporelle révèle un basculement géostratégique majeur dans l'équilibre régional des forces. Au nord, les forces aériennes américaines établissent une présence dissuasive depuis leur base portoricaine. Au sud, Caracas mobilise simultanément ses forces armées, déploie ses unités de police sur des zones stratégiques et intensifie ses patrouilles côtières. Le gouvernement vénézuélien répète publiquement que le pays est préparé à toute éventualité militaire. Cette escalade révèle une dynamique qui dépasse le simple affrontement militaire pour englober des enjeux industriels et économiques cruciaux. D'une part, l'iranisation accélérée du système de défense vénézuélien transforme les capacités militaires locales. D'autre part, la réactivation de la rente pétrolière grâce au soutien technologique chinois redonne une autonomie financière stratégique. Ces deux axes convergent vers un objectif commun, l'acquisition d'une véritable indépendance stratégique face aux pressions occidentales. Cette stratégie d'autonomisation ne date pas d'hier, mais s'ancre dans une coopération militaro-industrielle, initiée au début des années 2010. Les premiers kits de drones Mohajer 2 iraniens arrivent discrètement sur la base militaire de Maracay, marquant le début d'un partenariat technologique durable. L'entreprise d'État Kavim assemble localement ses composants pour produire le modèle Harpia, première génération de drones vénézuéliens. Ces appareils basiques, mais essentiels, assurent des missions de surveillance, de patrouille, avec plusieurs heures d'autonomie opérationnelle. Cette première graine technologique plantée, la coopération irano-vénézuélienne s'épaissit progressivement et structurellement. Des ingénieurs vénézuéliens se forment dans les centres techniques iraniens, tandis que des spécialistes iraniens s'installent durablement sur place. La flotte de drones se diversifie techniquement, passant du simple repérage à l'armement léger avec des bombes guidées installées sous voilure. À partir de 2020, le saut technologique qualitatif devient véritablement significatif avec l'introduction du Mohajer 6. Ce drone multirôle de frappe offre des capacités d'intelligence, surveillance, reconnaissance de moyenne portée et des frappes de précision chirurgicale. Cette acquisition hisse Caracas dans le club très restreint des opérateurs latino-américains de drones armés autonomes. Sur le terrain opérationnel, la doctrine d'emploi suit une boucle tactique claire et efficace. Reconnaître les menaces potentielles, identifier les objectifs prioritaires, puis neutraliser si nécessaire avec précision. Les Mohajer 6 patrouillent méthodiquement les côtes caribéennes et les frontières terrestres, désignent des objectifs stratégiques et emportent des munitions guidées, QAM. Ils complètent des moyens plus modestes mais complémentaires comme les Harpia et les ailes volantes Ansu 100 pour la veille permanente. Le système Ansu 200, actuellement en développement avancé, intégrera des capteurs d'observation discrets de nouvelle génération. Cette architecture modulaire présente l'avantage d'être peu coûteuse, tout en offrant une flexibilité opérationnelle maximale. Le message stratégique transmis aux adversaires potentiels reste simple, mais dissuasif. Le ciel proche est surveillé en permanence. La mer territoriale est quadrillée méthodiquement, et l'État vénézuélien dispose désormais d'une dissuasion asymétrique crédible et opérationnelle. La communication gouvernementale suit logiquement cette montée en puissance militaire et technologique. Fin août, la presse internationale évoque un Venezuela se préparant activement à une possible attaque américaine avec des drones conçus par l'Iran. Le ton journalistique reste alarmiste, mais révèle une réalité stratégique fondamentale qui émerge dans la région. La chaîne de production locale, maintenue par les entreprises ENSA et Kavim, la présence permanente d'experts iraniens sur le territoire national. La doctrine d'emploi opérationnel, orientée prioritairement vers la côte caribéenne et le contrôle des routes maritimes stratégiques. Quand Washington affiche sa présence militaire visible, Caracas se donne parallèlement les moyens de voir, de suivre et si nécessaire de frapper. Cette montée aux extrêmes devient tangible avec des incidents navals de plus en plus fréquents et graves. Un navire vénézuélien suspecté de trafic international est détruit par une frappe militaire, provoquant 11 morts confirmés. L'arrivée subséquente des chasseurs F-35 américains constitue aux yeux du public international une escalade militaire préoccupante. Pour les décideurs stratégiques, cette présence aérienne représente une fenêtre d'opportunité accélérée quand l'adversaire s'expose tactiquement. Les drones iraniens fournissent précisément cette latitude opérationnelle et ce coup d'entrée très bas, pour une réponse graduée. Parallèlement, Pékin n'affiche publiquement aucune nouvelle livraison d'armes conventionnelles, mais concentre son appui sur d'autres leviers décisifs. Des capacités militaires dures déjà installées et opérationnelles, couplées à un levier économique pétrolier massif et structurant. La première brique de ce soutien chinois concerne le système de veille aérienne intégré et sa modernisation.
Les radars JYL-1 et JW-11B, acquis massivement à partir de 2005, ont donné au Venezuela une couverture tridimensionnelle inédite. Cette couverture radar représente une capacité de détection aérienne unique dans toute la région caribéenne et sud-américaine. La disponibilité de ces systèmes a souffert par manque de pièces détachées et de maintenance technique régulière. Cependant, l'infrastructure de base existe avec ses centres de contrôle, ses opérateurs formés et ses procédures opérationnelles établies. Si cette infrastructure est réalimentée techniquement et financièrement, l'effet de levier stratégique devient immédiat et considérable. La deuxième brique concerne l'aviation d'entraînement et d'appui tactique léger fournie par la Chine. La flotte d'avions d'entraînement, K-8W, fournie par Pékin, a structuré durablement la formation des équipages vénézuéliens. Ces appareils assurent également des missions d'appui rapprochées et de sécurisation de points sensibles du territoire. Ce ne sont certes pas des chasseurs de supériorité aérienne, mais dans une logique de déni d'accès graduel, ils comptent. Patrouille d'intimidation, sécurisation d'infrastructures critiques, contrôle de l'espace aérien national, restent leurs missions prioritaires. La troisième brique porte sur la mobilité blindée terrestre et les capacités de maintien de l'ordre public. Durant toute la décennie 2010, Caracas a importé massivement des centaines de véhicules blindés VN4 et d'autres plateformes Norinco. Transport de troupes, contrôle de manifestations, sécurisation d'infrastructures stratégiques constituent leurs rôles opérationnels principaux. Cette dimension paraît prosaïque, mais demeure absolument critique pour la sécurité intérieure du régime. Protéger les ports, les ponts, les stations de pompage pétrolières libère mécaniquement des unités de combat pour d'autres missions. La quatrième brique, trop souvent négligée par les analystes, concerne les capacités spatiales d'observation et de renseignement. La Chine a lancé successivement pour le Venezuela les satellites d'observation VRSS-1 en 2012, puis VRSS-2 en 2017. Ces satellites ont donné une capacité autonome d'imagerie satellitaire pour l'agriculture, la gestion de crise et la surveillance territoriale. Couplées aux données collectées par les drones, ces informations raccourcissent drastiquement la chaîne renseignement-décision-action. La cinquième et plus visible brique concerne l'industrie pétrolière et sa renaissance économique grâce au soutien chinois. Début septembre 2025, l'unité de production flottante chinoise est entrée opérationnellement sur le lac Maracaibo. Ce projet d'environ 1 milliard de dollars est porté par un consortium d'entreprises chinoises avec un objectif de production ambitieux. L'objectif consiste à faire bondir la production locale d'environ 12 000 barils quotidiens à 60 000 barils quotidiens. Cette augmentation spectaculaire doit être atteinte d'ici la fin 2026, transformant radicalement l'économie pétrolière vénézuélienne. Concrètement, cette production génère plus de flux financiers pour la compagnie nationale PDVSA et plus d'oxygène budgétaire pour l'État. Cette renaissance pétrolière offre surtout plus de résilience stratégique dans un contexte de sanctions internationales prolongées. Dans un bras de fer géopolitique prolongé, les revenus pétroliers pèsent parfois stratégiquement plus qu'une frégate militaire. Ce basculement énergétique touche directement l'Europe et ses approvisionnements en hydrocarbures lourds et complexes. Les brutes lourds et soufrés qui alimentent spécifiquement les raffineries européennes complexes se raréfient dangereusement sur les marchés. Depuis l'embargo européen durci sur le pétrole russe à l'été 2025, la situation s'est encore complexifiée. L'interdiction des produits raffinés issus de brut russes et un tour de vis contre la flotte fantôme maintiennent la tension. Le marché européen du diesel vit désormais en tension permanente avec des prix élevés et volatiles. Moins de brut lourd facilement substituable signifie des marges sur le gazole durablement élevées pour les consommateurs. Dans ce puzzle énergétique complexe, le brut vénézuélien lourd représente une pièce maîtresse irremplaçable. Avec environ 16 degrés API et près de 2,7% de soufre, il nourrit spécifiquement les unités européennes. Les unités de coquéfaction et d'hydrocraquage espagnoles et italiennes dépendent structurellement de cette qualité de brut. Washington avait d'ailleurs rouvert en 2022 des flux conditionnels pour Eni et Repsol afin d'aider l'Europe. L'objectif était de remplacer partiellement les importations d'Oural russe par du brut vénézuélien équivalent. La réalité des flux s'est révélée mesurable et significative pour l'approvisionnement énergétique européen. En 2024, l'Espagne a massivement remonté ses importations de brut vénézuélien pour compenser les manques russes. Entre janvier et juillet seulement, environ 1,7 million de tonnes ont accosté sur les terminaux ibériques. Au printemps 2025, le robinet énergétique se ferme brutalement suite aux pressions diplomatiques américaines. En avril, l'Espagne cesse complètement d'importer du Venezuela à l'approche de l'échéance américaine du 27 mai. Cette date révoque définitivement toutes les autorisations d'importation accordées aux compagnies européennes. Les opérations autorisées sont soldées fin mai et les flux pétroliers se détournent massivement de l'Europe.
Aujourd'hui, l'Europe dépend beaucoup moins du Venezuela qu'elle ne l'espérait initialement pour son approvisionnement. Cette dépendance réduite ne résulte pas d'un choix technique ou économique, mais uniquement du risque juridique. Au printemps 2025, les chargements pétroliers ralentissent dans les ports vénézuéliens avec la fin des licences. La hausse des contraintes d'affrètement, d'assurance et de paiement complique encore les transactions commerciales. Parallèlement, l'essentiel des barils vénézuéliens repart massivement vers les marchés asiatiques, plus permissifs. Les circuits commerciaux sino-vénézuéliens sont parfaitement rodés, et la Chine absorbe la quasi-totalité des volumes disponibles. La nouvelle plateforme flottante sur le lac Maracaibo promet d'augmenter significativement l'offre pétrolière vénézuélienne. L'objectif de 60 000 barils quotidiens fin 2026 représente une augmentation de production considérable. Rien n'indique cependant que ces barils supplémentaires soulageront les approvisionnements européens à court terme. Tout suggère l'inverse. Ces brutes plus lourds iront prioritairement en Asie tant que le risque juridique pèsera. Pour les raffineries européennes complexes, cette situation implique 3 conséquences économiques, majeures et durables. D'abord, un coût d'opportunité élevé pour remplacer ces brutes par des paniers alternatifs moins idéaux techniquement. Le Castilla colombien et les résidus sous vide ne reproduisent pas les mêmes rendements en diesel et kérosène. Ensuite, une facture énergétique plus élevée et structurellement plus volatile pour les raffineurs et consommateurs européens. L'interdiction européenne des produits issus de brut russes maintient artificiellement une prime sur les molécules diesel. L'arbitrage logistique pour acheminer des brutes de substitution depuis d'autres régions se paie cher. Enfin, un verrou climatique car les bruts extra lourds présentent une intensité carbone supérieure aux bruts conventionnels. Cette caractéristique renchérit les coûts sous le système européen d'échange de quotas d'émissions ETS. Elle complique également la trajectoire européenne, Fit for 55, de réduction des émissions carbonées. L'ironie réside dans le fait que l'Europe a réellement besoin de ces barils lourds pour stabiliser son bilan. Mais elle ne peut pas les acheter au rythme techniquement et économiquement souhaitable à cause des sanctions. Les sites ibériques tentent de diversifier. Carthagène a démarré une grosse unité de biocarburants de nouvelle génération. Cependant, cela ne remplace pas à court terme la chimie spécifique d'une charge lourde dans un schéma complexe. Tant que la pénalité américaine restera élevée et que les licences seront distribuées au compte-gouttes. La dépendance européenne au brut vénézuélien restera dictée par Washington plus que par la logique technique. L'analyse globale révèle une orchestration géostratégique parfaitement coordonnée entre les différents acteurs impliqués. Les F-35 à Porto Rico imposent une pression militaire immédiate et hautement spectaculaire sur la région. Les drones iraniens offrent à Caracas une capacité de réplique graduée, crédible et économiquement accessible. Patrouiller, désigner et frapper si nécessaire constituent les 3 piliers de cette nouvelle doctrine militaire. Les investissements chinois forment le squelette technologique et économique de cette stratégie d'indépendance. Radar et procédures de veille aérienne, flotte école, K8 pour la formation, mobilité blindée pour sécuriser les arrières. L'imagerie spatiale pour nourrir le processus décisionnel est désormais une machine pétrolière qui génère des revenus durables. L'appui technique et militaire de Téhéran arme efficacement les capacités opérationnelles du présent. Les capacités structurelles venues de Pékin organisent la résilience et la durabilité du système de défense. La question demeure de savoir si cet arsenal suffit pour dissuader efficacement les intentions de Washington. Personne ne peut raisonnablement le promettre dans un contexte géopolitique aussi volatile et imprévisible. Une chose demeure certaine. Parier sur l'asphyxie économique de Caracas devient stratégiquement plus risqué. Un pays qui peut surveiller ses approches maritimes, frapper avec des drones et réamorcer sa pompe pétrolière. Maduro regagne progressivement des barils de pétrole, Pékin capte durablement la valeur ajoutée et l'Europe paie la rareté.